Alors pour faire vivre la marque, on a vu tout à l'heure qu'il y avait la stratégie d'extension de marque et de gamme. Et il y a aussi une autre option, c'est la stratégie d'alliance de marque, appelée aussi co-branding, qu'on va maintenant décrire et expliquer en identifiant les facteurs clés de succès. Alors tout d'abord, les stratégies d'alliance de marque, on peut en dénombrer 3, et il n'y en a qu'une seule qui est vraiment considérée comme du co-branding. Alors tout d'abord, il y a le co-développement, où là, en fait, il y a la collaboration de marques, d'entreprises, qui vont s'unir pour fabriquer un produit. C'est le cas là de Citroën, de Fiat, de Lancia et de Peugeot, qui se sont mis d'accord pour construire un design de voiture commun. Mais ensuite, on a donc des noms différents pour chacun de ces modèles. Et donc ça, c'est du co-développement, puisque là, le consommateur n'a pas la perception, et s'il n'est pas bien informé, il ne peut pas savoir qu'il y a eu la collaboration entre ces 4 marques pour fabriquer cette voiture. En revanche, le comarquage, là c'est la codéfinition du produit et en plus la codénomination du produit. C'est-à-dire que là, le consommateur voit clairement 2 marques signer le produit et avec un produit vraiment spécifique, unique pour l'occasion. Donc là, on peut voir l'exemple de la voiture Fiat Barbie avec donc, aux couleurs de la poupée Barbie de Mattel. Donc en général, ce sont des séries limitées pour cibler un segment de marché particulier et pour dynamiser un petit peu la gamme de la voiture. Et enfin, on a la co-communication, où là, il n'y a pas la définition d'un nouveau produit, mais il y a la codéfinition d'une communication ou d'une promotion entre 2 marques. Et là, le consommateur perçoit tout à fait cette collaboration, il en est conscient, il en est informé. Donc c'est le cas de la collaboration entre Starbucks et le New York Times, puisqu'aux États-Unis, si vous allez donc chez Starbucks, vous pouvez télécharger gratuitement le New York Times et donc le feuilleter sur votre tablette pendant votre temps passé chez Starbucks. Donc là, on voit bien la différence entre ces 3 stratégies et celle qui va tout particulièrement nous intéresser, c'est la stratégie de comarquage, c'est-à-dire le co-branding, et la stratégie de co-communication, puisque là, les consommateurs ont vraiment conscience de cette collaboration. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre justement leur réaction. Est-ce que leur intention d'achat, est-ce que leur image va évoluer après cette collaboration, et est-ce que leur achat va également augmenter ou pas. Donc maintenant, on va se focaliser dans un premier temps sur la stratégie de comarquage. Donc, comme je vous le disais, le comarquage, donc dit aussi co-branding, c'est la collaboration entre 2 marques qui vont spécifiquement développer un produit unique qui n'aurait pas pu exister si les 2 marques n'avaient pas collaboré et qui va aussi impliquer la co-signature du produit. C'est-à-dire qu'on va voir les 2 noms des marques sur le produit. Donc on peut voir ici les chaussures Tots et Ferrari. Donc la marque Tots, ça fait appel à Ferrari pour faire un design bien spécifique de la chaussure avec la couleur rouge que l'on peut voir sur la semelle ou à l'intérieur et qui rappelle évidemment à chaque fois les couleurs et l'identité de la marque Ferrari qui est la marque ici invitée alors que Tots est la marque d'accueil. Un autre exemple aussi, c'est plus marquant parce qu'il est très ancien et c'est un grand succès, c'est le rasoir Philips Nivea, où donc là on a un rasoir électrique de la marque Philips qui intègre donc la marque Nivea pour permettre un rasage beaucoup plus doux et confortable. Et donc on a bien la marque invitée qui est la marque Nivea et la marque d'accueil qui est la marque Philips. Donc à chaque fois qu'il y a un co-branding, il faut bien identifier la marque invitée et la marque d'accueil. Alors maintenant, nous allons voir les facteurs clés de succès du comarquage, qui sont également très, très importants.
Alors, les facteurs clés de succès du co-branding, hein, on va retrouver les 3 facteurs clés de succès de l'extension de marque, c'est-à-dire la cohérence, évidemment, entre le nouveau produit qui est lancé et à la fois avec la marque d'accueil et la marque invitée. On retrouvera également l'importance de la valeur ajoutée du nouveau produit par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Et ça, cette dimension-là va être très importante pour le co-branding. Alors pourquoi ? Parce que justement, quand on est sur un co-marquage, les individus voient 2 marques. Donc pour eux, qui dit 2 marques dit plus de qualité, plus d'innovation, plus de bénéfices, parce que sinon, il suffirait d'avoir une marque. Donc la valeur ajoutée du nouveau produit, elle est essentielle, puisque l'attente est beaucoup plus grande que s'il y avait un produit avec une seule marque. L'autre facteur très important pour expliquer le succès du co-branding, c'est la complémentarité entre la marque d'accueil et la marque invitée. Là encore, cette relation est extrêmement importante parce que quand on se marie, vaut mieux avoir un partenaire qui est complémentaire en termes de savoir-faire, en termes de compétences, plutôt que de choisir une marque qui est trop similaire en termes de fonctionnalité ou d'image. Donc là, l'idée, c'est qu'il puisse y avoir un enrichissement des 2 marques. Et donc, c'est ce qui fera le succès de ces produits. Donc on peut le voir dans les exemples précédents, le cas de Tod's, Ferrari et puis les chaussures. Il y a une véritable complémentarité puisque Ferrari amène l'image sportive à la chaussure. Donc maintenant, nous allons voir la co-communication, qui est une stratégie importante puisqu'elle va permettre à 2 marques de collaborer dans l'élaboration d'un message publicitaire. Donc là, ce qui va le plus compter, c'est l'effet surprise. C'est-à-dire qu'il y a tellement un encombrement de communication qu'aujourd'hui, il faut faire la différence, il faut se faire entendre. Et lorsqu'on est 2 marques, ça donne déjà une visibilité et une lisibilité qui peut être beaucoup plus importante que si on est seul. Donc, on peut voir ici 2 exemples tout à fait parlants, notamment Heineken qui collabore donc avec des villes qui sont ici considérées comme des marques, la marque New York, Amsterdam, etc., qui donc là vont apporter ce côté très international, très urbain de la marque et de toute cette convivialité qu'on peut avoir dans les grandes villes internationales autour d'une bière. Et puis également le cas du partenariat entre donc la sécurité routière et Karl Lagerfeld. Donc là, on voit bien aussi l'idée de complémentarité et d'inattendu. Ici, il y a vraiment une surprise de voir donc Karl Lagerfeld, donc qui est dans la haute couture, le luxe, se prêter au jeu de porter ce gilet de sécurité jaune, qui, comme il dit, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Donc là, on peut voir du coup immédiatement l'effet percutant et beaucoup plus marquant que si le message avait été fait avec sans ce partenaire inattendu. Donc maintenant, nous avons vu toutes les stratégies qui permettaient aux marques de se développer. Et maintenant, pour conclure ce module sur le management de la marque, j'aimerais revenir sur un parallèle avec le positionnement. Donc sur le cours sur le positionnement, le module 4, si vous vous souvenez bien, nous avions parlé d'une séquence tout à fait logique dans la définition d'un positionnement qui est tout d'abord la segmentation d'un marché. Ensuite, quand les différentes attentes ont été identifiées, on va choisir une cible la plus pertinente, la plus rentable également. Et ensuite, on définit un positionnement qui va nous permettre de nous différencier de nos concurrents. Maintenant qu'on vient de terminer le module sur
le management de la marque, il est important de comprendre qu'il peut y avoir une autre démarche, qui est une démarche plutôt ce qu'on appelle la démarche du marketing de l'offre, où là, on ne va pas partir de la segmentation du marché, mais on va partir de l'identité de marque. Parce que comme on vient de le dire, la marque est porteuse de sens en termes d'idéologie, de valeurs, et du coup, en partant de ces convictions de la marque, de cette vision du marché et du monde que porte la marque, on va pouvoir définir un positionnement qui va, dès à présent, nous différencier des autres. Et ensuite, quand notre positionnement est défini, on va pouvoir choisir une cible qui sera la plus réceptive par rapport à ce positionnement qu'on offre sur le marché. Donc voilà, grâce à ce module sur l'identité de marque, vous avez également une revisite de la stratégie de positionnement qui est très importante dans le cours de marketing.